C'est ce film-là qui est la cause de tout, puisque Un conte de printemps, c'est un printemps précoce. Voilà, je crois que Romer disait qu'il avait fait conte de printemps parce qu'il voulait rendre hommage à la météorologie. Il avait inventé ce cycle des 4 saisons. Bon, c'était l'humour d'Éric Romer, hein, de rendre hommage à la météorologie. Voilà, donc bienvenue à cette séance, bienvenue à cette carte blanche. J'en profite pour rappeler l'actualité de Pascal Bonitzer, puisque vous le savez, depuis une semaine est en salle son dernier film en date, bien qu'un autre arrive. C'est Maigret et le mort amoureux, sorti il y a une semaine. Je ne peux que vous inviter à aller le voir. Et puis la rétrospective des films de Pascal ici à la Cinémathèque, qui va durer jusqu'à ce week-end, avec aussi un aperçu de Pascal Bonitzer, scénariste. Et puis cette carte blanche qui a commencé il y a 3 semaines, et je dirais avec laquelle on remonte ou on déroule le temps de Pascal Bonitzer, puisque la première séance, c'était Kiss Me Deadly, donc les premiers émois cinéphiles. La semaine dernière, on a vu La Pendaison de Nagisa Oshima, donc les premiers textes, les premiers émois critiques, voilà, exactement. Et puis ce soir, donc, Conte de printemps d'Éric Romer, qui, je le sais, le film et le cinéaste ont beaucoup compté pour toi. Et il a consacré, Pascal Bonitzer, un livre entier à l'œuvre d'Éric Romer, qui a paru au Cahiers du cinéma en 1991, puis réédité en 1999. C'est une lecture partielle, il n'y a vraiment pas tout. Hein. Oui, mais c'est un essai. C'est un essai au sens fort du terme. Et 91-99, c'est on pourrait dire, c'est presque les bornes de ce cycle-là, Les Contes des 4 saisons, puisque ce cycle-là commence en 1990. Conte de printemps est le premier. Il sort en salle le 4 avril 1990 et Romer vient d'avoir 70 ans. Et il va faire donc ensuite conte d'hiver, conte d'été et conte de printemps, conte d'automne. Et tout ça va mener jusqu'en 1998. Donc voilà, le moment où tu écris le livre, en tout cas la première édition, c'est avant que tu sois cinéaste. Et la deuxième édition, tu l'es déjà. Voilà, donc tout ça c'est pour situer dans la chronologie de ton parcours la place, si on peut dire, de Romer. Cette place, on en parlera ensemble évidemment tout de suite, puisque Pascal va vous dire quelques mots d'introduction, mais vous le savez, surtout après le film, si vous restez, on discutera avec vous, avec Pascal, du film qu'on voit ou qu'on revoit, Conte de printemps. Pascal ? Oui, moi je l'ai pas. Encore une fois, je ne crois pas l'avoir revu. Si, j'ai dû peut-être le revoir une ou deux fois depuis sa sortie, mais probablement à la télévision. Je l'ai choisi un petit peu. En fait, on me proposait plutôt Conte d'hiver, qui est un film moins connu et qui est admirable aussi, avec. Bon, je l'ai choisi un peu parce que, pour 2 raisons qui sont anecdotiques d'une certaine façon. Enfin, non, l'une, c'est parce que le film a, mine de rien, une structure policière. Sans avoir l'air d'y toucher, il y a quand même une énigme, c'est aussi quelque part une histoire de détective, sans détective, et puis le personnage masculin principal est Kester, qui joue dans mon dernier film, et ça me faisait plaisir, disons, de le revoir voilà, dans ce film. Ça, c'est la raison anecdotique. Mais on va peut-être en parler plus après. Tard, voilà. Je vais juste avant, ça ne va pas prendre longtemps, je voulais vous signaler, et j'aurai peut-être avec Pascal l'occasion de vous en reparler ou de vous en lire des passages au moment de la discussion, un livre apparu il y a quelques années, c'est un livre de Françoise Etchegaray, qui a été la directrice de production de moult films de Romer, qui était, comme elle disait elle-même, la femme à tout faire sur les tournages de Romer, et elle a publié un livre absolument merveilleux qui s'appelle Conte des 1001 Romer. Pascal adore aussi ce livre, c'est un livre hilarant. Oui, ça est à la fois drôle, très instructif, assez profond, et comme j'ai dit à François, je pense que c'est vraiment le meilleur film sur Eric Romer et l'un des meilleurs livres de cinéma que j'ai lu.
Et donc je vous le recommande. Moi aussi, chaudement, mais la recommandation de Pascal compte encore plus. Je vous dis juste ceci en introduction de la projection, à propos de Contes de printemps. Lorsque nous avons fini en 1997 la série des contes des 4 saisons, j'ai demandé à Eric lequel il préférait des 4. Il a un peu réfléchi et répondu « Contes de printemps, c'est celui que je préfère, peut-être parce que c'est le plus secret. » Voilà. Et bien, bonne projection, et à tout à l'heure. Non, je crois que sur le mot secret, c'était ce qui vraiment était terminé. Jeanne arrive dans un appartement qui, donc le désordre lui déplaît. Elle le quitte pour aller dans un autre appartement, le sien, où elle ne peut pas rester, et se retrouve dans un appartement où elle n'a pas envie de rester, avec donc, et c'est la rencontre avec voilà, Natacha, qui entraîne voilà. Et constamment dans le film, à chaque instant, il est question d'aller quelque part où quelqu'un n'ira pas, mais finalement il va, ou bien il y a constamment ce jeu qui ne cesse pas jusqu'à la toute fin. Et évidemment, au milieu de tout ça, il y a le mystère du collier, c'est-à-dire un objet qui a disparu, on ne sait comment, et donc qui suscite des interprétations que finalement, dont la solution brillante apparaît à la toute fin du film. Tu as raison sur le fait qu'effectivement, dans le film, il y a l'un des, semble-t-il, l'un des grands, enfin des sujets du film, ou en tout cas des motifs du film, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire la question de l'espace. Est-ce que cet espace me convient? C'est-à-dire qu'en fait, les gens n'arrêtent pas de se déplacer, de chercher, et Jeanne exemplairement, c'est-à-dire celle qui est jouée par Anne Dessèdre, la professeure de philo, en fait, elle passe son temps à chercher l'espace qui lui conviendrait. Elle a du mal à le trouver, au point qu'elle revient à celui d'origine. Je me souviens, enfin, on se souvient tous que le proverbe qui initiait les nuits de la pleine lune, c'était, entre autres, qui a 2 maisons perd sa raison. Et elle... Il y a 2 femmes perd son âme. Et qui a 2 femmes perd son âme. Elle est avec 2 hommes au risque de perdre son âme, entre 2 hommes, quoi, un absent, un présent. J'ai pas l'impression que c'est... enfin, j'ai pas eu le sentiment que c'était exactement ça qui était en question en tout cas dans ce conte-là, parce que on ne sait pas jusqu'à quel... Enfin, on ne sait pas jusqu'à quel point elle tient à son amoureux, on ne sait pas d'ailleurs, pas plus que d'ailleurs Kester, Igor, pardon, on ne sait pas lui-même ne sait pas jusqu'à quel point il tient à Ève. Voilà, sont des personnages qui sont plutôt justement ils ne sont pas dans le registre de la passion, ils sont plutôt dans le registre d'une et de la séduction en fait, qui est finalement celui qui arrive à mettre l'intensité dans le film, avec évidemment la rivalité qui fonctionne très bien. Mais justement, enfin, tous ces espaces qui s'emboîtent ou dans lesquels les personnages se déplacent, il y a quand même une sorte de guerre de territoire dans le film. Chacun défend en quelque sorte son territoire, et c'est même de manière... Alors, oui, mais alors ce qui est frappant aussi, c'est que le territoire est mouvant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on passe quand même d'un appartement à la maison de campagne, de la maison de campagne à un appartement, à un autre appartement. Il y a constamment, on est constamment dans des déplacements entre tous ces lieux. Et je ne sais plus, j'ai pensé, mais là c'est Jean peut-être pourra me rappeler, il y a une phrase de Lacan sur l'objet symbolique qui est celui dont on peut dire qu'il manque à sa place. Et
le collier est évidemment, je crois, l'élément symbolique de ça. Mais chacun, dans le film, j'ai l'impression, manque à sa place. C'est ce qui donne c'est ce qui fait qu'on est, malgré peut-être un peu d'agacement vers la façon limite précieuse dont ces personnages parlent, on est pris par on est pris. Mais ce que tu dis est tellement vrai que l'épisode des poteaux, par exemple, dans l'appartement, les 4 piliers lubies d'architecte, ont presque l'air d'être là effectivement comme des bornes pour les aider ou les tenir ou enfin leur donner enfin un espace délimité, tellement effectivement ils se déplacent. Oui, d'ailleurs à ce propos, je crois qu'il faut préciser que cet appartement est vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout le scénario qui a inventé cette structure architecturale bizarre ou ridicule. C'est à partir de cet appartement que le dialogue a été écrit, en fait. Absolument, absolument. Et ce qui dit à quel point Rohmer, tout en étant un auteur, j'allais dire, qui prémédite son coup, pouvait aussi s'adapter à des situations, puisque, justement, on en parlait... Il tire parti il tire parti de la réalité, il tire parti du réel. Bon, voilà, Anne Dessèdre, philosophe, Florence Darel, pianiste, et l'appartement avec cette histoire qui, à partir de quoi Rohmer a imaginé le récit que fait Natacha Le livre dont on parlait tout à l'heure, le livre de Françoise Etchegaray, elle raconte que Rohmer lui décrit l'appartement qu'il aimerait trouver. Et il lui dit, mais cet agencement de pièces tel que je l'imagine pour que ce soit l'appartement d'Igor n'existe pas, on ne trouvera pas. Et elle dit, mais je connais cet appartement. Et donc elle lui dit, c'est l'appartement, en l'occurrence de Bernard Eisenschitz, que certains connaissent ici, puisqu'il est historien de cinéma. Historien du cinéma. Voilà, et elle lui dit, je suis allé, voilà, ancien critique des cahiers, et elle lui dit, je suis allé dans cet appartement une fois, je l'ai vu, ils vont le voir. Et là, c'est la femme de Bernard Eisenschitz qui les accueille. Et il voit les 4 poteaux. Et donc Rohmer dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette lubie, à quoi ça sert et tout. Donc la femme explique qu'effectivement, c'est une idée d'architecte. Et alors il faut dire aussi que Rohmer a parfois une petite dent contre les architectes. Ah oui, c'est pas la première fois, et là ça s'entend. Et Rohmer dit à Etchegaray, mais l'appartement convient tout à fait, je vais écrire un dialogue qui inclut les piliers, et ça ira très bien. Et c'est ce qu'on entend, dans le film. Donc ça veut bien dire, voilà, comme tu dis, il tire parti, il n'est pas dans un système tel que, au contraire, il a besoin même pour écrire d'avoir des informations qui viennent de ses interprètes, de trouver des lieux. Oui, c'est ce qu'il fait constamment. C'est-à-dire, on pourrait croire, quand on voit le film, que tout est parti d'un scénario préécrit et complètement bétonné. C'est évidemment pas du tout le cas. Et est-ce que ce qui te frappe aussi quand tu vois le film, enfin, je dirais que ça vaut pour chaque film de Rohmer, c'est l'incroyable, on pourrait dire, frugalité du régime économique du film. C'est-à-dire que vraiment, on se dit, un film comme ça, même s'il ne marche pas, ses recettes surpasseront ses coûts. Si je le disais certainement, et ça c'est sûr, je crois que c'est effectivement le cas de presque tous ces films, qui en plus celui-là a marché. Alors pour la frugalité, on peut aussi la voir littéralement quand ils font la cuisine, enfin plutôt quand on prépare la cuisine. Il y a la scène des tomates et des pommes de terre et d'un morceau d'anthologie. Moi, ma préférée, j'avoue, c'est quand elle ramène 2 quiches Lorraine pour le déjeuner et on se dit, voilà, c'est le repas. Et là c'est toute la frugalité de Rohmer qui apparaît. Quoi. Le repas pour l'équipe. Ou le repas pour l'équipe. Enfin bon, il y a toute une série d'anecdotes à ce propos dans le livre de François Etchegaray, mais bon, les quiches Lorraine, les tomates. Oui, c'est pas. Je veux dire, dans la plupart des films, il y a toujours
il y a une cantine, ce qu'on appelle, et on essaye que l'équipe mange bien. C'était pas du tout le souci de Romer. Tout le monde devait s'acheter son sandwich. Mais voilà, mais c'était accepté parce que c'était lui. Tu disais dans l'introduction, et tu le redisais là, tu le dis au tout début du livre, de ton livre, tu dis une chose qui, à mon avis, déplace complètement la manière dont on regarde ou dont on parle habituellement des films de Romer. Et tu dis ceci, tu dis, je vais le retrouver, voilà. Tu dis, on croit souvent avoir affaire à des comédies de marivaudage, mais c'est d'autre chose qu'il s'agit. Les films de Romer sont d'abord des films policiers, des films à énigmes. Leur intrigue s'ordonne toujours autour d'un secret. On aurait bien envie de dire que ce sont des mystères. Ouais, je peux dire ça, c'est quand même aussi des marivaudages. Non, mais par exemple, il y a aussi le fait que inextricablement, et ça c'est un film qu'on peut le comparer pour une certaine raison, enfin pour une raison évidente, en tout cas à Manu chez Maud, c'est qu'il y a dans les deux films une controverse philosophique qui est dans Manu chez Maud, il s'agit de Pascal et la discussion est d'assez haut niveau entre un penseur marxiste et Jean-Luc Trintignant, qui est ingénieur, mais qui est aussi un intellectuel, catholique en l'occurrence. Ici, on est plus dans un registre un petit peu scolaire, où quelque part entre le post-bac, disons, puisque c'est un motif qui revient, et il s'agit de Kant. Mais de même que Pascal était mobilisé dans une joute, dans une rivalité de l'ordre de la séduction, Kant est mobilisé de la même façon. Mais en même temps, la question du transcendantal, des jugements synthétiques a priori et a posteriori, pointe quelque chose qui est au cœur du film, de façon un petit peu secrète. Quand on dit tous les corps sont étendus et tous les corps sont pesants, c'est évidemment, il s'agit en fait du collier, qui est un corps étendu et un corps pesant, et c'est la solution de l'énigme, c'est que ce corps pesant a chuté. Et c'est donc c'est quand même extrêmement subtil et sophistiqué de ce point de vue-là. Et en même temps, dans cette scène du repas, tu le dis toi-même, Kant n'est pas loin de là un prétexte, puisqu'effectivement ce serait un sous-texte, mais en même temps, Kant sert soit à séduire, soit à régler des comptes, quoi. On voit bien que ce qui se joue entre les quatre là, enfin Kant sert à... c'est les deux choses à la fois. C'est comme, de ce point de vue-là, c'est comme dans Manu chez Maud. Hein. Il y a évidemment quand la joute entre Trintignant et Vitesse auprès de Maud, il s'agit de savoir qui l'emportera, mais qui l'emportera, c'est-à-dire qui l'emportera auprès de Maud. Et Pascal devient l'enjeu, le prétexte, de même que là, Kant est le motif d'un règlement de compte où Ève montre à Natacha qu'elle est une petite écervelée, en fait, et où, du coup, la situation dégénère. On sent qu'à ce moment-là, elle essaye en quelque sorte de détacher Anne de Natacha pour la rallier en quelque sorte à son camp, quoi. Voilà, c'est auprès de... Tout ça sous le regard d'Igor, enfin, voilà, qui lui découpe le rôti. Mais pourquoi finalement, alors que j'allais dire,
jusqu'à un film comme Triple Agent de Romer, la question du policier ou de l'énigme n'était pas perçue comme un élément, disons, central de son imaginaire. Pourquoi ça t'a tellement attaché de repérer, en quelque sorte, cet argument-là entre guillemets, du policier? Ici, le policier étant léger, hein, c'est une affaire qui se résout. C'est pas une affaire de meurtre. D'ailleurs, Romer n'aimait pas ça. Il n'aimait pas le sang, il n'aimait pas le meurtre. Mais il aimait bien je crois qu'il a dit un jour, voilà, il a parlé de Bresson en disant qu'il s'intéressait beaucoup à Bresson, mais qu'il faisait exactement le contraire de son cinéma, justement parce que tous les deux étaient en fait passionnés par Dostoïevski. Et la phrase est assez mystérieuse, je ne sais plus où il l'a dit. Peut-être que vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Mais il a dit et nous sommes passionnés par Dostoïevski parce qu'il y a chez Dostoïevski du roman policier. Bon, voilà, j'ai dit ça. Peut-être encore une chose, et puis je vous donne la parole. C'est assez étrange de parler de Dostoïevski parce qu'on a l'impression que Romer est un milieu, mais à l'inverse de Bresson, qui a plus ou moins adapté à sa façon Dostoïevski, au moins dans Le Diable probablement, qui est une sorte d'adaptation des démons, des possédés. Évidemment, Romer paraît aux antipodes de ça, néanmoins. Et aussi les 4 nuits d'un rêve. Romer avait un point commun avec Bresson, c'est qu'il avait lui aussi beaucoup de théories, beaucoup de principes, beaucoup de préceptes. Quand on lit les entretiens avec Romer, il affirme beaucoup de choses qui sont des règles, soit à suivre, soit au contraire des interdits. Et entre autres, j'y repensais devant le film, il disait je ne fais jamais de casting ni de travelling. Casting, on sait comment il faisait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas en quelque sorte imposer aux actrices ou aux acteurs ou s'imposer à lui-même le casting classique tel qu'il se pratique, mais il recevait beaucoup chez lui et en fait il étudiait les caractères et les comportements de celle ou celui qu'il entendait peut-être faire jouer dans son film. Oui, on lui écrivait aussi beaucoup et il rencontrait des gens, il rencontrait des jeunes gens et surtout des jeunes femmes qui lui écrivaient et les faisaient parler. Et c'est aussi comme ça qu'il élaborait ses intrigues, ses histoires. C'est d'ailleurs comme ça que Florence Darren est arrivée dans le cinéma de Romer, puisqu'elle a raconté elle-même qu'elle avait vu au cinéma L'ami de mon ami, et à ce moment-là, elle devait avoir, je sais pas, 16 ans, 17 ans, et elle disait qu'elle ne pensait à ce moment-là de se vouer qu'au théâtre. Et quand elle a vu L'ami de mon ami, elle a dit « il m'est arrivé une chose dans la salle de cinéma qu'il m'est arrivé que là ». Elle a dit « mais comment se fait-il que je sois assise avec les spectateurs alors que je devrais être sur l'écran ?» Là-dessus, elle écrit à Romer, j'imagine, elle lui raconte tout ça, il la reçoit, et elle dit « en fait, on se voyait régulièrement, je ne comprenais pas trop pourquoi, ni je demandais pourquoi on se voyait régulièrement, mais en fait, elle dit, a posteriori, j'ai compris qu'il m'étudiait, et qu'il l'étudiait parce que ça l'aidait à écrire ce qu'on disait, c'est-à-dire son histoire, à partir justement de matériaux que lui donnaient les acteurs. Mais je termine... C'est un peu un vampire, hein, quand même. Voilà. Romer, d'ailleurs, physiquement, il a un côté vampire aussi. Et puisqu'on parle physique, je pense que l'acteur professionnel, en tout cas de ce film, donc Hugues Kester, je crois, je pense que c'est modelé sur Romer. En fait, d'une certaine façon, il imite un peu les manières de Romer. Ça là-dessus, je peux lire un tout petit passage du livre de François de Chegaray à propos de cette ressemblance entre les deux. Elle dit « Depuis le début du film, Hugues Kester copie la diction et la gestuelle de Romer, une façon rapide et heurteuse de dire son texte et de faire des mouvements comme lui. C'est flagrant quand il ramasse du bois dans le jardin.
il l'imite tellement bien qu'en le regardant pendant les répétitions, je m'interroge en me demandant où diable j'ai vu quelqu'un avoir de tels gestes. Lueur, il est à côté de moi. C'est Rohmer, bien sûr, qui refuse de donner aux acteurs des raisons psychologiques concernant leur personnage et aucune autre indication que les déplacements dans le champ ou des précisions telles que vous ramassez du bois, vous mettez des fleurs dans un vase, là vous prenez le disque, vous vous levez et vous sortez du champ, vous coupez du saucisson. Donc Hugues, dont les questions sont restées sans réponse, à part la fameuse phrase toujours la même, dites votre texte, a décidé de copier Rohmer et c'est saisissant. Voilà. D'autre part, je crois que Anne Tessèvre avait des idées sur le scénario et elle était arrivée sur le tournage en disant que les dialogues lui paraissaient trop longs ici et qu'elle avait coupé dedans et Rohmer l'a regardé en disant vous savez, j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces dialogues, hein, il n'est pas question de les raccourcir d'une virgule. Ça c'est pas toujours, je crois, et extrêmement bien passé entre eux, parce que j'ai entendu, mais en fait, je sais pas trop. Mais d'autant plus difficile que, là encore, c'est des dialogues, comme tu dis, auxquels Rohmer tient beaucoup, c'est des dialogues longs. Rohmer dit que c'est sans doute son film où il y a le moins de plans, c'est des plans très longs, et il ne fait qu'une prise, sauf accident technique, il ne fait qu'une prise. Donc c'est quand même parfois ça se sent, et il y a quelquefois les acteurs ne sont pas toujours hyper à l'aise, ce qui d'ailleurs, congru avec l'histoire, parce que les personnages sont très souvent mal à l'aise dans la fiction, mais les acteurs, par exemple, on voit très bien que Ève, dans la scène de la dispute, avec Natacha dans la cuisine de la maison de campagne, elle tremble. Il y a comme ça des petits accidents qui sont relativement subliminaux, mais qu'on peut apercevoir que les choses sont sur un fil. Et Anne Tessèvre, à un moment, trébuche aussi dans ce qu'elle dit, enfin bon, voilà, mais une prise. Et juste pour en finir avec Je ne fais jamais de casting ni de travelling, alors je ne sais pas si c'est un travelling ou un zoom arrière, mais il y en a un dans le film. Le moment où Anne, dans l'appartement parisien, écoute Schumann, les chants de l'aube, là tout d'un coup, il se passe quelque chose d'un peu différent de l'ordinaire. Oui, il y a un léger travelling arrière, je crois. Oui. Pas un travelling avant, un travelling arrière, qui fait qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? On se demande à une ou deux reprises. Elle est d'ailleurs, je l'ai trouvée d'ailleurs assez bonne et assez intéressante dans le film. Elle a effectivement, on a l'impression qu'elle a des choses dans la tête, on ne sait pas toujours quoi. Et parfois, effectivement, c'est la question, puisque on lui demande, enfin le partenaire, le protagoniste lui demande à quoi tu pensais, et elle l'explique. J'ai pensé à ça, voilà à quoi j'ai pensé. Et elle-même le dit au début, elle dit, je ne sais plus comment elle le formule exactement, elle dit je pense souvent à ma pensée. Voilà. Et là, vraiment, dans ce plan, je trouve qu'on se demande à quoi elle pense, ou si elle pense, ou si au contraire, du fait qu'il y a de la musique, pour une fois, en quelque sorte, elle s'abandonnerait à autre chose qu'à sa pensée. Quoi. Mais c'est un plan je trouve assez beau et assez énigmatique. Quoi. Mais effectivement, le Rohmer a dit que c'était un film qu'il avait consacré en quelque sorte à essayer de filmer la pensée. Alors je ne sais pas ce qu'il entendait par là, des gens en train de penser, des gens disant leurs pensées. Oui, moi, ce à quoi j'ai pensé en voyant le film, c'est que quand tu rappelais qu'il disait que c'était l'un de ses films les plus secrets, j'ai eu le sentiment que c'était peut-être aussi un film qui, comme Ma nuit chez Maud, touchait d'assez près à son autobiographie. Mais je n'en sais rien puisque je ne connais pas ça. Mais à quel niveau là? Pardon? Qu'est-ce que vous en... Attends.
Non, mais il dit à quel niveau de son autobiographie? Qu'est-ce qui te fait penser à ça, enfin? Je sais pas, je peux pas je peux C'est pas une dire. intuition. C'est un sentiment. C'est pas quelque chose de plus qu'un sentiment. Oui, monsieur? Non. Bonsoir, merci d'avoir programmé le film. C'est juste un petit détail sur la scène quand elle écoute Schumann dans l'appartement parisien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc elle est au milieu du canapé qui est divisé en 3 coussins. Et sur celui qui est à sa gauche, sur lequel était assise Gaëlle, je ne dis pas de bêtises. Gaëlle Jeanne, non, alors, attends, Jeanne c'est la prof de philo. Oui. Il y a Jeanne, il y a Natacha, il y a Eve. Pardon, C'est ça les excusez-moi, femmes. Natacha. Gaëlle, c'est la cousine. Ah, pardon. Non, c'est pas la cousine. Elle s'appelle Ève. Non. Eve, non. C'est le bazar. Il a raison. Gaëlle est la cousine de Jeanne. C'est la rousse. Et sur le coussin sur lequel se trouvait Natacha, il y a une grande tache. Alors je ne sais pas comment l'interpréter, mais la tache était masquée par Natacha quand ils avaient une conversation qui semblait agréable. Elle part mettre de la musique toute guillerette en disant non, mais il n'y a pas d'heure pour écouter ce morceau de Schumann. Et là on rentre dans cette introspection, ce travelling, et puis je remarque cette tache. Moi je ne l'ai pas remarqué. Moi non plus. Mais vous avez peut-être raison. Voilà, on va voir le film. Si vous l'avez vu, c'est qu'elle y est. Mais je n'ai pas d'explication. Il faudra qu'on demande à Bernard Eisenschitz. Vous avez d'autres remarques, questions? Bonsoir, c'est juste une petite remarque pour. Je trouve que les décors sont très bons, très étudiés en fait. Moi j'ai noté quelque chose que seuls les mathématiciens de mon âge peuvent remarquer. C'est dans l'appartement du mathématicien, Mathieu, qui est le copain de la prof de philo, il y a les livres des éditions de Moscou, des livres rouges qu'on voit très bien sur les étagères supérieures et qui étaient des livres pas chers, très bons livres de maths qu'on pouvait acheter à l'époque. Voilà. Oui, effectivement, de toute façon, les décors sont dans leur jus. Et dans l'appartement de Jeanne, on voit une photo de Wittgenstein, on voit, évidemment, et elle prend le Kant mais c'est effectivement, ce sont des décors non seulement extrêmement réalistes, mais tout simplement réels, je crois. Oui, d'autant plus réel que cet appartement que vous voyez au début, en fait, il a été indiqué à Françoise Etchegaray par une kantienne qui a beaucoup rencontré Romer et avec qui il discutait de Kant. Et elle connaissait un mathématicien, et c'est donc sans cet appartement qu'ils ont tourné la première scène. Donc c'est vraiment, j'allais dire, la bibliothèque d'un mathématicien. Donc effectivement, vous avez raison, mais ces livres n'ont pas été mis là pour, en quelque sorte, faire semblant, ils y étaient déjà. Oui, je voulais aussi parler du portrait de Wittgenstein qui m'avait sauté aux yeux. Mais je voulais dire que le mari de Florence Darel, c'est Pascal Dussapin. Je les ai croisés il y a quelques mois encore à l'Opéra Bastille à l'occasion d'une conférence de Dussapin sur l'opéra qu'il allait donner à Bastille et Il Viaggio Dante, donc ça volait encore très haut. Donc ça c'est assez anecdotique, mais en voyant ce film là, j'ai pensé à Rivette, ce qui est rare quand on voit un Romer de penser à Rivette, mais le côté secret, le côté énigme m'a fait un peu penser à Rivette, même si je sais que d'une certaine manière c'est un peu l'opposé, peut-être Rivette, l'improvisation, etc. Et peut-être, c'est ça, j'ai pensé outre à effectivement Dostoïevski, je pense à Balzac et Rivette, mais je ne sais pas trop quoi faire de cette pensée comme ça. C'est bizarre que vous disiez ça, parce que moi aussi à un moment j'ai pensé à Rivette, mais je ne sais plus à quel moment. Autre remarque ou question? Deux petites remarques. Disons, Rivette, Balzac, peut-être, ce qui frappe par rapport au film, c'est la question du complot. Même si le complot n'est pas ourdi ou volontaire
Et il y a ce côté quand même qui fait tenir le récit. Oui. Et en revanche, sur le côté entre guillemets, enfin j'enlève les guillemets, mais le côté philosophique, ce qui m'a le plus frappé, moi, à la revoyure, c'est oui, ça parle, ça résonne, mais en fait, ça dérésonne beaucoup. Enfin, c'est la question de. C'est pas de l'irrationnel, c'est de. Ah oui, la déraison. Oui, Ça dérésonne beaucoup, plutôt que ça résonne beaucoup. Voilà, pardon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où, et d'ailleurs c'est ça aussi qui fait le sel de ces conversations, c'est qu'elles ne sont pas de pures conversations résonantes, c'est qu'à partir d'un certain moment, la passion s'y mêle et ça dérape. C'est-à-dire que dans la joute intellectuelle, il y a en fait, de façon plus ou moins secrète, il y a effectivement il y a des passions. Et c'est ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, les choses brusquement échappent, que les personnages en viennent presque aux mains, comme dans l'histoire. Voilà. Et ça, c'est une des choses très réussies dans le film, qui fait que malgré le caractère extrêmement, effectivement presque théâtral de l'écriture des dialogues, le caractère châtié, presque châtié et un petit peu précieux, quelquefois, de l'expression des personnages, brusquement, les choses risquent de s'enflammer et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça, et de la même façon, dans la scène des Trois Souhaits, où Jeanne accorde une façon qui paraît étrange, ces trois souhaits à Kester. S'asseoir, la main, le baiser. Voilà. Il y a quelque chose qui paraît très bizarre, et qui en fait correspondait, dit Jeanne, à simplement une référence intellectuelle, une référence intellectuelle à la nombre 3, à la logique du nombre 3, aux trois souhaits, etc. Et ce qui lui permet, ce qui est très très romérien, entre parenthèses, de ne pas coucher avec le père de Natacha. Car s'ils avaient couché ensemble, ce serait plus romérien. Parce que ça, dans ton livre, tu insistes beaucoup sur ça, hein, sur la récurrence de cette situation où on va coucher, où peut-être on pourrait, où ça va, mais ça, finalement non. C'est un motif permanent. Juste sur ce point, les trois souhaits, c'est parce que vous en parlez, ça me vient, enfin je l'avais dans le film, enfin en voyant le film, c'est le côté tabou renversé de Murnau. C'est que le père est tabou pour la jeune fille, enfin la prof. Alors ça, j'avais pas dû penser. Mais c'est ça en fait, pardon, le côté secret, enfin un aspect des côtés secrets. Si oui, pas trop bête. il y a effectivement, il y a un tabou, il y a toujours du tabou chez Homer, c'est très important. C'est dit explicitement dans la règle est dite explicitement dans le Genou de Claire. Si un type qui couche avec une jeune fille, c'est pas très intéressant. Et s'il ne couche pas, là, ça devient plus intéressant. Oui, bonsoir. J'ai pensé à la fin du film, le retrouvailles du collier. La jeune fille s'est mis les colliers devant la glace, devant les miroirs, et là on voit les colliers de verre, son vêtement il est vert,
Il y a un vase à sa gauche qui prend presque la moitié du cadre gauche du plan. Vert aussi, ce vase vert. Et là, je crois que ces plans-là, il atteint une sorte de récomposition, voilà, d'une harmonie retrouvée. Oui, absolument. Voilà. C'est-à-dire que quand Natacha, effectivement, met le collier, justement, tout ce qui n'était pas à sa place dans l'histoire, et c'était de ça dont il s'agissait, semble brusquement, enfin, c'est semble seulement, mais en tout cas, semble brusquement trouver sa place. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je crois que c'est un plan, c'est un moment qui est assez émouvant, qui est très émouvant. Dire un moment d'harmonie. C'est un moment d'harmonie oui. retrouvée. D'ailleurs, Anne, à ce moment-là, pleure. Oui. Effectivement, ça provoque l'émotion justement de la vie qu'elle voit, ces plans. Justement, c'est un plan justement qui contraste avec les compositions des autres plans du film, que c'est toujours désordonné, justement, on a déjà dit que c'est les espaces intérieurs, ils sont jamais bien composés, ils sont toujours fragmentés, il y a toujours une sorte de décadrage, enfin, il y a toujours des objets qui, des choses qui cassent un peu l'espace, mais ces plans-là, il y a vraiment une forme équilibrée, harmonieuse, chromatiquement aussi, par ces vases-là à la gauche. Bon, après, les vases, c'est entre les plans, c'est un objet particulier. Bon, ça me fait penser au zoo, non, les vases des printemps tardifs. C'est un objet entre les plans et les vides. Et voilà, c'est donc voilà, c'est Tout à fait. Peut-être avant, peut-être si. Ah oui, là-haut, monsieur. Oui, bonsoir. Après avoir vu pas mal de films de Rohmer, je me rends compte que la manière peut-être de rendre compte de ces films, c'est aussi de prendre en compte peut-être ses dispositions. C'est-à-dire qu'en termes sociologiques, j'ai le sentiment que la foi catholique de Rohmer a quand même énormément joué sur la manière dont il envisage les films. Ces films, disons, d'un point de vue formel, il y a un ascétisme qui est assez évident. Et pour revenir sur la question du tabou, bon, bah j'ai le sentiment que sa foi catholique n'est pas pour rien. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, mais j'avais pu lire dans un ouvrage sociologique que oui, les dispositions d'un réalisateur, ça compte aussi pour rendre compte de l'œuvre. C'est-à-dire, disons qu'il y a un motif, il y a une ligne rouge à travers tous ces films, c'est, on pourrait dire, le sacrement du mariage, hein, quelque chose comme ça, donc, qui est constamment menacé d'être bafoué, transgressé, et qui finalement, plus ou moins triomphe. Mais là, je ne sais pas si... D'abord, la question du mariage est posée à un moment, mais il s'agit de couples qui sont tous instables, ou peu stables en tout cas, ou métastables, et qui ne sont pas mariés. Hein. Finalement, on a un couple séparé, on évoque la mère de Natacha qui est ailleurs, au loin, qui est séparée donc, du père, et pour le reste, ce ne sont pas des couples mariés. Après, mais effectivement, à un moment, je crois que c'est Jeanne qui dit autrefois on disait vivre dans le désordre. Et d'une certaine façon, effectivement, ils vivent un peu dans le désordre, du point de vue de Rohmer sans doute.
Après, les dispositions ascétiques liées à la foi peuvent exprimer au-delà de la question du mariage, quoi. Mais ascétique n'est pas le mot qui me vient à l'esprit, moi, à propos de... Ils sont tous un petit peu coincés, hein. Oui, dans ce film, en tout cas. C'est pas toujours le cas. Mais dans La Collectionneuse, c'est pas exactement la même chose. Mais comme cinéaste, Romer n'est pas exactement... Je ne dirais pas qu'il est ascétique. On a dit ça de Bresson, enfin, qui a une espèce d'ascèse de la mise en scène. Et Romer est presque à l'opposé de ça, le sentiment. J'aimerais vous inviter à réagir. Il est sobre. J'aimerais vous inviter à réagir sur un plan qui m'a beaucoup perturbé et que je trouve dénote, en tout cas sort par rapport à ce film. C'est le moment où, après que les 4 protagonistes se retrouvent dans la maison de campagne, ce qui n'était pas prévu, on a, je vais encore me perdre, Jeanne et Natacha qui se retrouvent toutes les deux dans le jardin en train de commenter certaines plantes, et on voit le nom du père ne me revient plus. Igor. Et on voit Igor qui revient, il y a de la profondeur de champ, et on le voit qui revient de l'arrière, et j'ai trouvé ce plan très menaçant en fait, parce qu'on ne nous suggère pas auparavant qu'il pourrait revenir, on le croit parti avec Ève, et je me suis dit, mais qui c'est un voisin, c'est un inconnu, enfin, on a ce personnage qui presque fantomatique, qui revient par l'arrière. Oui. Finalement, on a vite la solution, mais j'ai trouvé très menaçant, surtout que je me suis demandé si c'était pas quelqu'un qui était passé là par hasard. Les 2 femmes qui discutent de manière très innocente, et comme ça, cette inclusion à l'arrière. De quelqu'un qui pourrait leur faire des choses. Y aurait-il du fantastique dans l'œuvre de Romer? Il y a quelquefois du merveilleux dans les Amours d'Astrée et Céladon, dans Perceval le Gallois. Fantastique n'est pas exactement son registre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une incertitude qui est levée, mais il y a une incertitude sur ce... D'ailleurs, on ne s'attend pas à le voir revenir par là, puisqu'il est parti par là. Bref. Donc il y a effectivement un flottement, disons, mais qui, après, est levé. Oui, mais ça tient peut-être justement à l'atmosphère très légèrement détective story, enfin, qu'il y a dans le film. Ou le côté personnage toujours en déplacement, si bien qu'il se retrouve à entrer dans un espace par là où on ne s'attend pas à le voir entrer. Oui, c'est ça. Ça, c'est une constante dans le film, c'est les personnages ne sont pas du tout là où ils disent qu'ils vont être, ou alors s'ils le disent, on ne croit pas qu'ils y seront, et ainsi de suite. Peut-être une dernière chose, Pascal, je disais dans l'introduction que ce livre sur Romer, tu l'as écrit donc au début des années 90, puis complété, actualisé à la fin des années 90. Et ce livre, il s'inscrit dans la décennie où toi, tu deviens cinéaste. Et un cinéaste qui va se manifester entre autres par l'écriture de dialogues. Tes films aussi parlent beaucoup. Et je voulais savoir simplement... C'est vrai. Je voulais savoir si, d'une certaine manière, comment tu vois rétrospectivement l'écriture de ce livre dans ce cheminement-là. Est-ce que tu as écrit sur Romer parce que c'est un sujet qui te tenait à cœur depuis longtemps? Est-ce que tu t'es dit, finalement, ou peut-être tu ne l'as pas formulé comme ça, mais étudier Romer va m'aider à passer à l'acte? Qu'est-ce que tu es allé chercher dans l'analyse du cinéma de Romer qui pouvait peut-être aider plus que le critique, le cinéaste? Mais en fait, Romer me titillait d'abord parce que moi j'ai j'ai une culture de gauche. Et Romer n'est pas de gauche. Je crois que c'est ça qui me et il est très parce que c'est aussi un cinéaste politique. Hein. Ça on ne le dit pas assez. Mais dans des films comme L'Anglaise et le Duc, on voit bien quand même que la Révolution française est visée. Enfin, il y a d'autres films comme ça. Et il est dans évidemment Ma Nuit chez Maud, où en plus il y a clairement
une joute métaphysique mais idéologique aussi entre un marxiste et un catholique, catholique pas pascalien justement, jésuite, dont on sent qu'il est proche de Rohmer, et ça, je dois dire, sa dialectique est très puissante. Voilà, et je crois que c'est avec ça que j'avais à me... c'est un petit peu avec ça que j'avais à me colter. Jusqu'où je peux donner raison à Rohmer. Voilà. C'est vrai que L'Anglaise et le Duc est une peinture assez féroce de la Révolution française, et qu'elle est en même temps, elle est assez précise, et on a constamment envie de réfuter son point de vue, mais il est très résistant. Oui. Ça part de là. Indépendamment de ça, évidemment, je pense que c'est un très grand, non seulement metteur en scène, mais aussi scénariste, fictionneur et dialoguiste, et que ces dialogues sont toujours extraordinairement puissants, précis, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé, mais je ne suis pas le seul. Ouais, mais me dire que l'écriture de ces dialogues, elle est gonflée, quoi. Parce que quand on écoute, on se dit, comment peut-il écrire comme ça, en espérant ensuite que des acteurs prennent en charge un tel texte, quoi. Et de le rendre naturellement. Non, c'est pas seulement que les acteurs vont le prendre en charge, ça, les acteurs peuvent le prendre en charge, mais c'est aussi que le public va marcher, que quand on leur parle de Pascal ou quand on leur parle de Kant, voilà, le public va marcher. C'est d'ailleurs un petit peu ce que dit Jeanne au début du film. Elle dit qu'elle prétend qu'elle a des élèves qui sont plutôt issus de la classe ouvrière, mais qu'elle réussit à les intéresser justement parce qu'elle leur parle de philosophie. Pas tous quand même. Pas tous quand même. Pas tous, évidemment. Mais suffisamment. Et c'est pareil pour Rohmer. Hein. Bon, évidemment, ces films ne font pas les entrées des tuches, hein, mais suffisamment. Bon. Juste pour conclure, parce qu'on s'est raconté cette blague avant de venir, mais là, comme tu as dit que Rohmer n'était pas de gauche, je ne résiste pas à vous lire un tout petit... Il faut que je le retrouve. Voilà. Donc Rohmer n'était pas de gauche, mais un tout petit passage du livre de Françoise Etchegaray qui nous a plu. Elle dit « J'ai noté, sans doute juste pour la consigner et ne pas l'oublier, cette sidérante annonce que Rohmer m'avait faite en mai 1981. Rohmer, j'ai voté Mitterrand. Elle, 8 points d'interrogation dans la page. Lui, non, non, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est le seul homme de droite possible. » C'est du tout. Voilà, la perspicacité en mai 81. Bon, tu veux ajouter quelque chose, Pascal? Je crois qu'on a tout dit. Bon, mille merci, bien sûr, on n'a Pascal. pas tout dit. Merci, Pascal Bonizia. Et la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on se retrouvera avec Pascal pour la projection de Hyde de Sophie Filière. Merci. Et j'espère que vous serez nombreux. Oui, soyez nombreux.